L'IA générative est un big bang pour la fonction marketing. Création de contenu et de chatbots conversationnels sont les premiers usages adoptés par les équipes marketing. Mais les possibilités de l'IA vont bien au-delà de ces deux types d'outils. Quels sont ces usages? Comment les identifier et déployer un projet pérenne pour profiter efficacement des IA tout en limitant les dérives du travail en solo et en silo? Bonjour et bienvenue dans cette masterclass intitulée Lost in IA. Moi je dis IA. C'est quoi le projet? Je suis Delphine Fauvio, membre de la Brigade du Web. Et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Christian Bellala et Fabrice Fossard, tous deux experts en innovation et membres de la Brigade du Web. Alors, je vous parle brièvement de la Brigade du Web quand même. On est un collectif d'influenceurs, de créateurs de contenu B2B, très présent sur LinkedIn et X, qu'on appelle encore Twitter, pour notre part. On appellera toujours Twitter. Ce sera toujours Twitter. Ce sera toujours Twitter. Twitter dans notre cœur. Et beaucoup d'entreprises, d'associations font appel à nos services pour donner de la visibilité sur les réseaux sociaux, de la visibilité à leurs événements, de la visibilité à leur contenu. Donc voilà, si vous avez des questions après, on pourra y répondre. Alors, par rapport à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, Christian et Fabrice vont répondre à un certain nombre de questions pour vous permettre d'y voir plus clair et vous donner quelques pistes pour vous lancer. Parce que actuellement, on met un peu l'IA à toutes les sauces, notamment l'IA générative. Fabrice, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les applications dans le marketing pour l'IA? Oui, alors je crois que ceux qui sont là depuis ce matin, d'abord bonjour à tous. Bienvenue, merci d'être là, très gentil. Alors depuis ce matin, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de use cases, mais on ne va pas se mentir, à date, l'IA générative, on s'en sert essentiellement pour faire de la génération d'images, de vidéos, de textes, des résumés, un peu d'idéation, vaguement de la data, mais comme on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait pertinent, parce que ça hallucinait un petit peu, on se calme un peu sur la data, mais néanmoins c'est un formidable accélérateur, ça on est tous d'accord, pour tout ce qui est création, idéation et résumé, que ce soit d'entretien, etc. Donc ça c'est les premiers usages. Et j'étais à la session précédente et qu'on a demandé qui connaît bien les transformers, qui l'utilisent, il n'y avait pas tant de gens que ça. Et le fait est que quand on a décidé cet atelier, on s'est demandé, mais finalement, quels sont les usages de la data possibles dans le marketing? Donc on a repris assez bêtement les 4 P. Qui sont là, donc produit, prix, promotion, placement, distribution, que vous connaissez tous par cœur. La bonne nouvelle, c'est que globalement, l'IA, elle sert dans tous les compartiments du jeu. Vous pouvez l'utiliser partout. Et on voit bien que ce n'est pas encore le cas, mais aujourd'hui, l'IA intervient soit de manière explicite avec l'IA générative, soit de manière plus implicite. Parce que ce qu'on oublie aussi, ça a été rappelé tout à l'heure, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a certes l'IA générative, mais globalement, elle intervient souvent en deuxième rideau. C'est-à-dire qu'en dessous, très souvent, vous aurez un autre type d'IA, ça peut être du machine learning, ça peut être de l'IA probabiliste, etc. Mais l'IA générative toute seule est encore limitée dans les usages autres que celles pour lesquelles elle a été conçue globalement, à savoir tout ce qui est traitement du langage et de l'image. La preuve en est, si on regarde les dernières statistiques, qui sont assez étonnantes. D'ailleurs, on peut faire un petit sondage rapide. Donc, vous avez à gauche la dernière étude qui a été faite par le blog du modérateur. On voit bien que globalement, quasiment 80% des gens, vous les utilisez pour produire du contenu, pour faire de l'idéation, ou corriger ou reformuler un texte. Donc, on se sert bien de l'IA générative, ce pourquoi elle est faite. Maintenant, si on regarde le tableau de droite, on a à peu près les mêmes chiffres, mais ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est que déjà, on constate que assez peu d'entreprises se sont lancées et ont mis en production l'IA générative, ne serait-ce que pour la production de contenu. Donc, nous, la question qu'on s'est posée, c'est de se dire, OK,
l'IA générative, elle est dispo, elle permet de faire des économies, de traiter des tâches chronophages, de réduire un peu les coûts de main-d'œuvre, on ne va pas se mentir. Alors ça, ce n'est pas la bonne nouvelle du jour, mais c'est comme ça aussi qu'elle est vue par beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire qu'elle va réduire le besoin en main-d'œuvre. Mais, la slide suivante. Et donc aujourd'hui, ce que l'on a, c'est souvent ça. Je pense que vous connaissez toutes ces pubs. Qui a vu la pub Andy's, la première? Ah ouais, d'accord. Donc vous voyez l'efficacité de la pub en live. C'est la première pub qui a été faite par de l'IA. C'est-à-dire Andy s'est dit c'est génial, ChatGPT vient de sortir, Midjourney était en V2, on va faire une pub, comme ça on sera les premiers. Bon après ça s'est enquillé, celle que vous voyez en haut à droite, je crois que c'est Lancel qui a fait de la pub avec de l'imagerie générative. Trivago, ils ont même fait une vidéo avec de l'IA. Plus marrant, Nutella a imprimé 100 000 étiquettes et en modifiant systématiquement le design pour personnaliser finalement, avoir à chacun un pot collector avec une image unique. Donc ça aujourd'hui c'est globalement 80% des usages de l'IA générative, c'est ça, en marketing et en publicité. Maintenant, dès qu'on passe à des choses un tout petit peu plus sérieuses, on voit bien qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. Comme on n'est pas éditeur, on ne va pas vous dire ça marche, c'est magique, c'est du magiciel, vous allez voir, tout va bien se passer. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est Mathieu Cruc, qui est le DG de Brainsonic, qui voulait commander un pot de peinture de couleur, je crois que c'est chez Casto. C'est ça, chez Casto. Il dit, voilà, je voudrais repeindre 20 mètres carrés, je vais les repeindre en couleur. Donc voilà, le chatbot fait son job, et au final, lui sort un pot blanc, qui n'est pas une couleur. Donc, voilà, c'est drôle, c'est anecdotique, mais ça veut bien dire quand même que l'IA a énormément déjà de limites et qu'on commence à l'industrialiser pour entrer dans l'expérience client. En fait, faire le job très bien, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que, un, elle n'est pas précise, deux, elle hallucine un tout petit peu, ça je crois que tout le monde le sait, et trois, en fait, c'est très difficile de coordonner toutes les datas de l'entreprise pour que les réponses soient pertinentes. Donc la réalité, c'est qu'on on fait des super contenus, des super images, des super textes éventuellement, mais on est passé au stade supérieur et la lâcher sur le terrain pour converser et interagir avec les clients demande beaucoup plus de travail. Ok. Donc en fait, on parle d'IA générative, mais il n'y a pas que l'IA générative. Donc, Christian, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en général? Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors c'est vrai que l'IA, c'est un terme générique, c'est l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai que ça part de très très loin, il y a beaucoup d'années, et c'est vrai qu'on peut revenir sur l'IA. Alors il y a plusieurs IA. Et c'est vrai que j'aime bien répéter qu'on travaille avec l'intelligence artificielle, si on travaille avec des intelligences artificielles, quel que soit le projet en général. Donc c'est vrai qu'on connaît beaucoup les intelligences textuelles. Donc il y a ChatGPT qui a fait une fureur très populaire l'année dernière, donc avec bonheur pour certains, un peu moins pour d'autres, parce que ça a ouvert plein de possibilités, mais il n'y a pas que ChatGPT, donc on en connaît beaucoup plus maintenant, donc ça c'est au niveau texte. Au niveau image, donc c'est vrai que Fabrice, tu parlais de Midjourney, donc c'est vrai qu'il y a aussi d'autres modèles, donc c'est vrai qu'il y a Stable Diffusion, il y a DALL-E, donc toutes performantes sur leur domaine, et selon les domaines du projet qu'on veut faire, ce que je conseille, c'est d'utiliser une IA qui est adaptée à la tâche qu'on veut faire. Donc c'est vrai que ChatGPT est très fort pour certaines tâches textuelles, mais pas pour toutes. Des fois, il répond des fois à côté. Ça dépend de son entraînement, de la version. Et c'est pareil donc pour Gemini, pour Bard. Donc voilà, c'est travailler sur un projet avec de l'IA, c'est déjà cibler un petit peu le besoin qu'on a. Et par rapport aux besoins qu'on va identifier, du coup, on va identifier une IA qui va être adaptée. Et puis, on va en découler une deuxième, une troisième. Typiquement, ChatGPT, c'est vrai qu'on peut faire de l'image parce qu'il est lié avec DALL-E, mais on ne va pas forcément rester dans cet écosystème-là. Donc voilà, c'est ce que je conseille en fait, je pense que vous le faites déjà, c'est tout projet, on saucissonne. Voilà, c'est ce que j'appelle saucissonner le besoin. Et donc là, on saucissonne un projet, pareil avec les IA, en fait, on saucissonne en fait les tâches et le besoin, et puis du coup, on va trouver ce qui nous correspond le mieux pour aller au bout. Et je vais conclure avant de laisser la parole. Je vais essayer d'accélérer. Voilà. Et c'est que les IA, c'est pas que les IA, c'est qu'il y a des hommes derrière, des humains, des hommes et des femmes. Et c'est important. C'est vrai que c'est un petit point d'honneur que j'aime bien le rappeler. C'est qu'il y a toujours de l'humain et ça remplace pas l'humain, ça complète. Et donc travailler avec des IA, c'est aussi travailler avec des humains,
hommes et femmes, spécialistes dans les domaines. On a besoin de data scientists, de DSI, etc. Mais là, je vais passer la parole. Donc il est important de bien sélectionner l'IA pour la tâche à laquelle, la tâche spécifique qu'on veut faire. Mais il est aussi important de se poser une première question, c'est est-ce qu'on veut créer du contenu ou produire de la valeur? Et là, je crois, Fabrice, tu as quelque chose à dire. Oui, alors juste pour compléter la slide d'avant, je pense que vous connaissez à minima 3-4 modèles, donc ChatGPT, Llama, Gemini éventuellement. Donc il y a 1134 modèles d'IA générative. Donc en gros, il y en a pour tous les goûts, pour tous les besoins. Mais en fait, le vrai sujet, et c'est le vrai sujet qu'on voudrait partager avec vous, in fine, c'est quoi le projet? Si le projet, c'est de produire du contenu, de faire des images, de faire de la pub, d'accélérer toute la production de contenu, bah, l'IA générative, effectivement, fait une grande partie du travail. Donc ça, on est tous d'accord. Mais pour autant, une fois qu'on a eu ces gains de productivité, ces gains de création, en tant que marketeur, après, on fait quoi? D'accord, on a gagné 30% de temps. C'est génial, c'est super, on est tous contents. Et le projet, finalement, après, c'est quoi? Et c'est là où, globalement, dans notre raisonnement, on s'est dit, mais finalement, il faut se poser vraiment les bonnes questions, utiliser les modèles d'IA pour créer de la valeur, parce que c'est ce qu'on demande aux marketeurs, c'est comment j'accrois le chiffre d'affaires, comment j'accrois l'expérience client. Et là, tout d'un coup, une fois qu'on évacue un tout petit peu on va dire les goodies de l'IA, la création de contenu, l'idéation, etc., bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour de vrai? Et c'est là où arrive vraiment toute l'étape supérieure de se dire, bah, ok, je peux faire plein de choses, améliorer les messages, faire des tests A/B dans tous les sens, personnaliser, hyper personnaliser, faire du test and learn à tous les étages. Mais l'enjeu, finalement, c'est peut-être de se poser la bonne question. Si je veux continuer à faire du marketing et pas être remplacé par une IA, parce qu'on n'aura pas le temps d'en parler, mais demain arrivent les multi-agents, on peut en parler après si vous voulez. Mais donc, c'est quoi le projet? Va commencer par se poser peut-être, je suis désolé, c'est très basique, c'est une tautologie, mais se poser les vraies bonnes questions. C'est-à-dire, quels sont mes vrais objectifs en termes de marketeur? C'est quoi? Ouais, alors c'est l'expérience client et puis c'est faire plus de chiffre d'affaires. Ok, super. Mais en termes de KPI, c'est quoi? En termes de chiffre d'affaires, c'est combien? Donc, ça, c'est la première question. Vous savez, les fameux objectifs SMART. Mais déjà, se poser la bonne question. C'est quoi mes pain points? Est-ce que l'IA peut les résoudre? Quel type d'IA? Comment? Avec qui? Quelle stratégie de différenciation? Le marketing, c'est à minima se différencier de mes concurrents sur un marché. Donc comment je fais? Qu'est-ce que je mets en œuvre stratégiquement pour me différencier? Comment l'IA va m'aider? Et évidemment, où sont mes données? Parce qu'on parle tous des données, on voit bien dans le vrai monde, et on ne va pas se mentir, qu'on récupère une part infime des datas. HubSpot parlait, en France, le CRM, c'est 50% des entreprises, dont 17% de taux d'utilisation. Donc on va se détendre sur les CRM. On voit bien qu'on n'y est pas encore. Quels outils je vais utiliser? Ça aussi, les outils, aujourd'hui, on en reparlera juste après, mais il y a pléthore d'outils. Et qui dans l'entreprise? Ok, il y a le service marketing, ça on est bien d'accord, il y a sans doute les sales, mais qui d'autre? Est-ce que c'est les data scientists, c'est le DSI, c'est le product owner, etc. Donc c'est toutes ces questions auxquelles il va falloir répondre si on veut vraiment se lancer dans des projets IA. Alors, et si on n'a pas de réponse, bah on se dit, ok, qu'est-ce qui a un impact sur les coûts? Est-ce que l'IA peut me servir à réduire les coûts d'une manière ou d'une autre? Alors une fois qu'on a fait l'attrition de la masse salariale parce qu'on a gagné du temps, hein, ça, voilà. Mais après, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais pour réduire les coûts? Et évidemment, les revenus. Comment est-ce que je peux augmenter les revenus? Et donc, s'il y a un impact sur les coûts ou sur les revenus, c'est potentiellement un bon candidat pour lancer un vrai projet d'IA. Alors après, ça peut être... la liste peut être très 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 longue. Hein. C'est générer un meilleur retour sur investissement, améliorer la relation fidélité, bon, etc., etc., etc. Bon, vous le connaissez, on ne va pas le refaire. Et après, une fois qu'on a répondu aux questions, prendre en compte le fait que c'est un projet de transformation. C'est pas juste, ok, je vais faire Mumuse avec un peu de GenAI. Non, c'est une transformation d'entreprise. Parce que finalement, le marketing qui est central,
va accompagner cette transformation. Et donc, il va falloir à un moment se poser les bonnes questions. C'est quoi la stratégie pour accroître la valeur? C'est sur les données, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'en suis à l'exploration, l'expérimentation, la formalisation, l'optimisation, la transformation, etc. Idem sur les technologies. Quelle est ma maturité technologique? Est-ce que je suis accompagné? Oui, non. En termes de ressources humaines, tout le monde dit on n'a pas les compétences. Oui, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se forme en interne? Est-ce qu'on externalise? Voilà. Et quelle gouvernance globale de cette transformation? C'est la dernière étape de la transformation en attendant le quantique. Mais ça, je pense qu'on en reparlera dans IMD 2057. Donc, voilà, c'est un vrai projet de transformation. Donc, l'IA, le message, c'est ça. Ne vous arrêtez pas juste à OK, je fais des images, je fais un peu de CRM, je fais un peu de texte, et puis j'améliore mon SEO. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin. C'est une transformation de votre entreprise et de la proposition de valeur de l'entreprise. Je crois que tu as 2 exemples à nous donner sur des applications. Alors, très rapidement, alors les exemples, on peut en mettre des milliers. Il y en a juste un. On sait bien que le mantra de l'expérience client, c'est la personnalisation, l'hyper-personnalisation. Vous voyez, une entreprise comme Starbucks, bon, ça c'est juste un exemple de ce qu'elle fait parmi tant d'autres, mais on voit bien que la seule collecte de données oblige déjà à investir quasiment toutes les strates de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va chercher l'étiquette, on va développer une app, on va voir le site, c'est météo sensible, on le sait, donc on va affiner l'offre en fonction de la météo, etc. etc. Donc c'est comment je collecte toutes les datas, comment je les agrège, comment je les consolide et comment je fais une offre derrière. Vous voyez, c'est pas juste, on est ailleurs. Un autre exemple qu'on peut donner, qui est beaucoup plus récent, sur l'usage de la data, c'est pour ceux qui étaient à Vivatech. Qui était à Vivatech? Ok, Patrice tout seul. Tu n'as pas manqué, Patrice, de voir Astra, qui est une nouveauté, une plateforme lancée par Dior, où c'est une plateforme, en gros, qui va, pour faire très rapidement, qui va collecter toutes les intentions d'achat pour de vrai. Qu'est-ce que ça veut dire pour de vrai? Ça veut dire que ça se plug sur Google, ça va prendre toutes les questions autour des produits de Dior, autour de la marque, ça va les agréger et ça va être couplé avec du social listening dont parlera Christian après, et ça va permettre à Dior de dire ok, là il y a un vrai signal faible ici, ici il y a une demande pour tel produit, donc je vais réachalander mes magasins, et tiens, on n'avait pas forcément pensé à ça, donc les gens recherchent ça, on ne l'a pas, on va le développer. Donc là, c'est l'usage de la data de manière massive, parce que Google, c'est 13 milliards de requêtes par jour. Donc si vous avez accès aux 13 milliards de requêtes par jour, là, on n'est plus dans le guesswork de l'intention, on sait ce que veulent les gens, pour de vrai. Et on n'est pas sur du déclaratif, on est sur quelque chose d'explicite. Mais vous imaginez bien que pour collecter toute cette data, il faut évidemment avoir une gouvernance de la data, mais aussi une IA qui va bien pour colliger, et étudier et analyser tout ça. Donc voilà, ça c'est un projet d'IA de transformation parmi tant d'autres. Ouais. Et donc tu as évoqué le social listening. Donc c'est aussi un autre exemple d'application actuellement. Tout à fait, Delphine. C'est vrai que c'est intéressant d'utiliser les IA, je dirais toujours les IA dans le social listening. C'est que donc on connaît déjà donc les usages qu'a évoqué Fabrice. Donc c'est vrai que c'est un bel exemple à Vivatech là, avec Dior. Donc c'est vrai qu'ils ont approché le social listening. Donc c'est vrai qu'on peut le mettre en place avant l'étude du projet, le brainstorm en fait, l'idée d'un projet. Et c'est vrai qu'on peut observer déjà ce qui se fait au niveau concurrence, et pas que, au niveau consommateur, les besoins, les expressions. Donc c'est vrai que le social listening, ça englobe tout, pas que les médias sociaux, les réseaux sociaux, aussi les blogs, les sites internet, et un petit peu donc, tous les médiums. Donc c'est vrai que ça permet très très vite, avec les IA, d'aller chercher les informations. Donc il y a des IA dédiées, par réseau, par médium. Et donc ça permet de recentrer, de ressortir tout de suite un intérêt, pourquoi pas. Et pourquoi pas sortir une idée, en fait, il y a un besoin qui arrive là, qui est peut-être machin. Et du coup, l'IA va chercher un petit peu avec ce qui se fait et peut-être nous guider. Et puis à nous aussi de l'alimenter au fur et à mesure. Du coup, ça va grandir de plus en plus et puis de nous accompagner dans le projet. Donc c'est quoi le projet? Et puis une fois que le projet est fait, moi ce que je dis toujours, c'est pas terminé parce qu'il faut le suivre. Et c'est vrai que là, du coup, les IA sont très intéressantes parce que ça permet aussi d'avoir les retours consommateurs et de toujours reboucler, en fait, d'être en itération par rapport à un produit, à un service qui est donné. Donc là, les IA vont pouvoir aller chercher les ressentis, trouver du coup un petit ressenti, un petit peu une impression, soit positif ou négatif, toujours à contrôler. On n'a jamais les IA décider pour nous ce qui c'est bien ou pas. Et après, c'est vrai qu'on peut avancer encore plus loin, itérer et encore itérer. Donc justement, ne pas toujours faire confiance, pouvoir
vérifier aussi derrière. Il y a des points essentiels qu'il ne faut pas négliger quand on veut se lancer. Patrice, je te laisse... Patrice, pardon. Patrice, J'ai bugué. tu veux? Fabrice, ça finit pareil. Hein. Oui, là on est. Après, en fait, une fois qu'on a répondu à la question, donc c'est quoi le projet et qu'on a identifié le projet, après on est dans des choses assez basiques. Là aussi, on est un peu dans les truismes et les tautologies, mais définir l'objectif, ça c'est la première étape. On en parlait tout à l'heure. Donc encore une fois, des objectifs très très précis. Ne restez pas en silo, évidemment, parce que globalement, on voit bien que dès qu'il y a un projet d'IA, c'est un projet souvent articulé au cœur de la data, mais aussi autour de la transformation d'entreprise. Donc, en gros, là, c'est de se dire avec qui je vais échanger dans l'entreprise pour avancer. Est-ce que c'est le DSI? Est-ce que c'est le data scientist? Bon, c'est les deux, hein, pour de vrai, parce qu'on ne va pas parler du shadow IT, mais c'est un sujet. Parce que l'idée, c'est encore une fois de se dire, OK, je vais capter toutes les interactions clients. Donc ça, c'est alors c'est une promesse qu'on a depuis quand même beaucoup d'années, qui n'est toujours pas... Voilà, on n'y est pas encore, mais bon, voilà, il y a les interactions clients, mais donc on va aller chercher les data dans tous les points de contact possibles. Donc si vous avez un data lake structuré ou pas, le CRM, les centres d'appel, les campagnes emailing, etc. Tout ça, il va falloir que ça communique, il va falloir qu'il y ait un continuum en termes de data, de mesures. Donc le seul service marketing ne va pas y arriver. Donc on voit bien que là, c'est un vrai projet de gouvernance de la data. Et après, une fois que c'est fait, alors on va revenir un peu après, mais c'est itérer dessus. Mais alors, c'est ce qu'on disait à la conférence précédente, mais c'est tellement vrai. Si on parle d'IA, on parle de data. Enfin, voilà, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de hack. Je suis désolé. Dans toutes les conférences que l'on peut voir sur tous les sujets liés d'une manière ou d'une autre à l'IT, au marketing, whatever, la data, c'est toujours le cœur, c'est le cœur du réacteur. Mais là aussi, dans le cadre d'un projet de transformation, ça peut être une bonne idée de se dire, pour le coup, je vais commencer donc à agréger toutes mes datas, et puis je vais commencer à travailler la qualité de la data. C'est-à-dire je vais la nommer, je vais faire des vraies nomenclatures, comme ça après je vais m'y retrouver. Donc on va travailler sur la qualité de la donnée, et évidemment on va mesurer et analyser, c'est un peu la base, mais on va aussi coupler avec des données financières. Parce que sinon ça n'a pas de sens. Tous les flux de travail, tous les workflows, et évidemment tous les assets de création, de contenu, etc. Donc il y a vraiment tout ce continuum. Le vrai projet finalement c'est de créer ce continuum et quand on dit d'achever la transformation, souvenez-vous, la transformation numérique, la promesse c'était quoi? C'est que finalement toutes les informations de l'entreprise vont être collectées, agrégées, analysées et chacun y aura accès. Alors on n'y est pas. Nonobstant, avec l'IA, c'est un formidable accélérateur qui permet de le faire. C'est très technique, donc ça demande des équipes techniques, en plus du marketing. Mais c'est l'objectif, on va dire que c'est la target finale, pour parler en bon français. C'est ça, c'est d'avoir accès à toutes les informations pour délivrer enfin l'expérience client. Donc, premier step, le fondamental, c'est la data. Et le deuxième, évidemment, ça va être de choisir les outils. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu le dernier rapport Martech Officer? Qui l'a vu? Personne? Ah, merci. On est dans le stack marketing, on est à 14 000 outils. 14 000. Dont 2 000 uniquement fondés sur l'IA générative et dont quasiment un tiers, j'en parlerai après, est dédié au contenu. Donc après, le vrai défi, c'est est-ce que je prends des outils en standalone pour effectuer une tâche, pour faire un peu de... Est-ce que je prends une suite intégrée, donc je vais acheter de l'Oracle, de l'Adobe, donc je suis très riche, hein, parce que c'est très très cher. Ou alors est-ce que je vais, on parlait des 1143 modèles, est-ce que je vais le faire en interne? Alors mon conseil, vous faites ce que vous voulez, faites-le en interne. Faites-le en interne, vraiment. Si vous avez les équipes, si vous avez le temps, et si vous avez des vraies bonnes idées, pourquoi je dis le faire en interne? Parce que globalement, les outils, on voit bien qu'ils sont sur un modèle d'évolution. Donc vous serez à un moment ou à un autre dépendant de l'outil. C'est-à-dire, et vous aurez du mal à en sortir. La réversibilité, c'est très compliqué pour ceux qui ont du Salesforce. Enfin, bon, bref, je ne vais pas balancer. Mais... Donc ça va être compliqué. Donc bien sûr, vous pouvez prendre des petits outils ponctuellement pour vous aider, mais là encore une fois,
le vrai projet, ça va être de se dire, finalement, c'est pas si difficile de créer un chatbot en utilisant un modèle, c'est pas difficile d'automatiser, d'optimiser, etc. Si toute l'entreprise, si toute la chaîne de valeur s'y met, on peut travailler sur quelque chose de pérenne, que l'on maîtrise et que l'on contrôle. C'est ça qui est important. Parce qu'avec les outils, vous n'avez pas le contrôle. En gros, vous vous alignez sur l'outil et vous serez dépendant des évolutions de l'outil, qui sont des évolutions, comme ça a été dit avant, des évolutions à la fois techniques, de pricing et politiques. Donc c'est pas forcément le... Enfin, faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Et encore une fois, dernier rapport Martech, plus de 2000 outils GenAI, et vous remarquerez, en regardant attentivement ce schéma, que sur la data, il y a très peu d'outils. Parce que la GenAI, c'est pas fait pour ça. Donc on revient sur du machine learning, de l'analytique, du probabiliste, etc. Donc il va toujours falloir coupler les deux. Ok. Et donc pour une adoption plutôt rapide en entreprise, quelle est la feuille de route, c'est tout simplement? Là, sans grande surprise, on revient là, un peu toujours sur les mêmes choses. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de s'acculturer. C'est d'essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc faire des formations, des ateliers, de se dire, de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire, et surtout, ne devenez pas des prompt engineers. C'est pas votre boulot en fait. Parce qu'on voit bien que tout le monde aujourd'hui fournit des prompts, tiens, je vais me former au prompt engineering, etc. Non, c'est inepte, ça n'a aucun sens. Faites-le pour le plaisir. Mais c'est pas ça. Il y a des entreprises qui ont engagé des prompt engineers 300K. Ils ne savent plus quoi en faire, parce qu'en fait, ça n'a aucun sens. C'est juste du gadget. Donc c'est bien de savoir faire des prompts, mais encore une fois, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est comment je vais créer de la valeur en utilisant l'IA. Donc comment je vais me former, comment est-ce que je vais appréhender, comprendre mon environnement, mon écosystème, comment comprendre les atouts de l'IA dans les différents compartiments du jeu. Donc après, je vais faire du thinking, de l'idéation, je vais mener le projet. Vous pouvez faire un POC avant de passer au MLOps, donc industrialiser le projet au niveau de l'entreprise et accompagner au changement. Enfin bon, c'est comme tout, hein. C'est toujours les mêmes étapes, sachant que la plus importante, c'est toujours la même, c'est quoi le projet? Qu'est-ce que je fais pour créer plus de valeur? Quels sont les bons leviers? Si vous avez répondu à cette question, le reste suivra. Et encore une fois, c'est un projet d'entreprise, ce n'est pas un projet marketing, c'est un projet d'entreprise. C'est un projet de transformation d'entreprise. Un projet de transformation de l'entreprise avec la data au cœur. Toujours la data au cœur. Quand on parle de la data, des données, il y a certaines précautions à prendre qu'il ne faut pas oublier. Donc là, Christian, je vais te laisser en parler. Et oui, la data. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup revenu dessus et c'est vrai que c'est important. Alors au niveau de la protection des données, donc ça c'est vrai que c'est mon petit dada. Alors j'ai un petit message, c'est vrai qu'on m'a déjà dit des fois c'est facile, c'est trop simple. Donc moi c'est ce que je conseille. Si jamais on vous dit c'est facile, fuyez tout de suite. Hein. Il n'y a personne qui vous dit ça, ou service, ou entreprise qui vous dit ça, parce que c'est pas simple du tout. C'est très complexe, une vraie responsabilité, c'est une vraie vigilance. C'est pas que des contraintes. Des fois j'entends que c'est une contrainte, non, c'est une façon de sécuriser. C'est important. C'est d'une part une obligation, c'est vrai, mais c'est aussi très important vis-à-vis du consommateur. Si on vous dit « je peux vous accompagner pour que ce soit simple », là oui, j'entends, c'est correct, il y a des experts pour ça, mais si on vous dit d'emblée « c'est facile, c'est trop simple », je vous dis tout de suite, d'où mon encart, fuyez. Alors du coup, j'ai un petit rappel, j'ai séparé en deux après la protection des données, donc c'est vrai qu'il y a donc, les données personnelles, donc c'est beaucoup connu avec le RGPD, le règlement général sur la protection des données, donc voilà, donc c'est vrai que ça a été depuis 2016, mis en place en 2018, modifié en 2020, vous connaissez l'historique, je pense comme moi. Et c'est vrai que je reviens dessus parce que c'est pas que là que ça a apparu. Des fois, on me dit tiens, ça a apparu, c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. Il y avait déjà la loi informatique et liberté, et puis il y a déjà du droit pénal qui a toujours été actif et qui est toujours actif qu'en complément du RGPD. Donc, on rentrera pas dans le détail. Après, on pourra y revenir. C'est vrai que des fois, on peut avoir une double peine parce que le RGPD peut nous tomber dessus et puis donc être amendé. Et puis du coup, il y a le code pénal aussi selon les bêtises qu'on peut faire. Et j'ai séparé ça avec l'IA Act qui est mis en place, qui commence à être mis en place cette année. Donc c'est un gros travail. Alors, je ne l'ai pas écrit, mais juste pour relever, je l'ai abordé tout à l'heure, ce n'est pas une contrainte, la réglementation, c'est comme le RGPD, c'est vraiment pour sécuriser. Et la différence, c'est que là, du coup, c'est vraiment pour les entreprises, l'IA. C'est vraiment pour protéger, vous les consommateurs, mais en tant qu'entreprise. Et c'est vrai qu'on n'est pas d'IA, donc on va essayer d'accélérer, puis on va passer au suivant. Mais c'est toujours à toi. C'est toujours à moi. Oh, zut. Alors du coup, voilà, c'est vrai qu'on a parlé de la protection des données. Et évidemment, dedans, il y a de l'éthique
et de la responsabilité. Donc il y a la propriété intellectuelle. Donc c'est vrai que ça, donc j'ai mis un petit mot rapidement. Donc c'est super important d'y faire attention dans tout projet quand on le saucissonne. C'est quoi le projet? Je dirais dès le début. Il faut déjà identifier un petit peu tout ce qui est propriété intellectuelle. Donc il y a beaucoup d'échanges actuellement avec quand on crée une image, quand on crée un texte, à qui il appartient? À la personne qui a écrit le prompt, au service qui a mis en place l'IA pour générer. Voilà. Et si quelqu'un a modifié derrière, à qui ça appartient? Donc il y a beaucoup de débats là-dessus. Donc vigilance, c'est qu'on n'a pas la même réglementation en Europe, en France et les autres pays et outre-Atlantique. Et donc faire attention à l'IA qui a été entraînée, comme nous, avec des biais et des discriminations qui sont naturelles. Donc là, je ne vais pas revenir dessus, je pense que vous avez tous entendu parler sur des aberrations. Et ce que je dirais pour conclure, parce qu'on est arrivé au bout du timing, c'est toujours être transparent avec le consommateur quand vous utilisez une IA, des IA, le dire tout simplement. Ils ne vont pas vous en vouloir parce que c'est pas « oh là là, ils ont trouvé un truc facile, ils ont appuyé sur un bouton », ce qui n'est pas vrai. C'est de la transparence et au contraire, je pense que c'est un plus pour le consommateur parce que du coup, on est franc, on est ouvert et tout va bien se passer. Ok, merci Christian. Eh bien, écoute Fabrice, je vais te laisser faire une petite synthèse de tout ce qu'on s'est dit avant de clôturer. En synthèse, c'est écrit. Encore une fois, l'important, c'est vraiment l'objectif. Si vous avez les devants favorables à celui qui sait, vous connaissez la phrase. Donc définir l'objectif, la portée, vous divisez le workflow en autant d'étapes que nécessaire. Choisissez les bons outils. Alors choisir un outil, ça demande beaucoup de temps, parce que sur les 2000 outils, on va dire qu'il y en a à peu près 1800, ils prennent l'API d'OpenAI et ils mettent une interface. Donc voilà, regardez bien ce qu'il y a derrière. Et après, surtout déployer. Une fois que vous êtes le POC est fait, déployer et mesurer, itérer. Et c'est là où l'IA apprend très vite, donc vous pouvez itérer. Et juste une mise en garde, on a parlé de la propriété intellectuelle, etc., etc. Il y aura un double effet ciseau qui est le coût. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté. Quand vous lancez sur des projets au stade industriel, l'IA est facturée au token. Donc ça peut aller très vite. Ça peut être très cher, au-delà des 20 € mensuels. Donc surveillez ce point, c'est un point de vigilance très important. Okay. Voilà. Mais ce merci à tous les deux. Donc on a été très vite. Et merci à vous pour votre attention. Si vous avez des questions et si on a encore un petit peu de temps. Bonjour, merci. La question ne va pas être facile à traiter parce que vous avez dit qu'il y avait plein de modèles d'IA qui existaient et qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Si vous deviez citer un ou deux modèles d'IA qui sont adaptés notamment pour la classification de données, est-ce que vous avez des tuyaux à nous donner ? Alors typiquement, la classification de données, on n'est pas dans la GenAI, ce n'est pas du transformer. Là, on est sur du machine learning tout à fait standard. Alors très franchement, la classification, alors ça dépend du type de données. La donnée texte, oh là, alors ça c'est chaud. Ouais, j'entends. Alors j'ai l'outil en tête, j'ai pas le nom. Il y a un outil qui fait ça très bien, mais globalement, non, je ne vais pas vous répondre parce que je vais vous donner une bêtise, je vais vous dire une bêtise, mais sur Azure, j'ai vu des modèles qui font ça très bien, très simplement, mais après ça dépend du use case précis, ça dépend vraiment du use case, mais c'est une thématique, alors là, franchement, il y a beaucoup de monde sur cette thématique, parce que c'est un vrai sujet. Donc je vois très bien votre use case, c'est un vrai sujet. Et à date, il n'y a pas encore de réponse. Après, si vous voulez faire de la sémantique, du classement, etc., je suppose que c'est le cas. Là, c'est chaud parce que n'oubliez pas quand même quelque chose, c'est que, et je sais que là aussi je vais dire une banalité, mais l'intelligence artificielle ne comprend pas le sens. Donc quand on doit gérer du texte et de l'intelligence, du sens, l'intelligence artificielle type ChatGPT ne sait pas le faire. Encore une fois, on n'est que sur de la probabilité. C'est pour ça qu'elle parfois elle hallucine un petit peu, parce qu'elle ne comprend pas. Et c'est vrai que comprendre le sens du texte, le classer, donc c'est l'intelligence supervisée, là, après ça devient assez complexe, c'est un peu le next step. Mais il y a énormément de travaux dessus, vraiment beaucoup. On pourra en reparler si vous voulez. Je ne vous ai pas répondu en fait. Non, juste pour répondre à la question, tu peux utiliser scikit-learn par exemple. C'est un outil Python, un module Python qui s'utilise très facilement pour ça. J'ai pas entendu le nom. Ok, merci, je le note précieusement.